Anna Milbrandt avait seulement 7 ans lorsqu'elle a appris qu'elle allait mourir. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que tout était un mensonge. Une ville entière abusée, une famille déchirée et une mère prête à tout pour obtenir ce qu'elle voulait. Mais avant tout, cela commence comme une simple fièvre. En 2002, Anna, une fillette de 7 ans, se rend chez le médecin avec sa mère Teresa. Anna ne se sent pas en forme. Rien de grave, pense-t-elle, peut-être juste un rhume. Son père Bob partage ce sentiment, une faible fièvre, une légère toux. Tout semble ordinaire. Lorsque les résultats des examens arrivent, Teresa réunit tout le monde dans le salon. Anna est atteinte d'un cancer en phase terminale. Une tumeur est détectée à la base de sa colonne vertébrale. Selon les médecins, il ne lui reste que peu de temps à vivre. Anna, trop jeune pour comprendre ce que cela signifie, est bouleversée en voyant son père s'effondrer en larmes. Ce qu'elle ignore encore, c'est que sa vie va changer, de manière bien plus inattendue, d'une façon qu'aucun médecin, aucun parent ne pourrait anticiper. Voici l'histoire complète de Anna Milbrandt. Suite au diagnostic de leucémie d'Anna, sa vie et ses routines changent radicalement. Sa mère, Teresa, la met en garde. Un simple rhume peut lui être fatal. Elle n'a plus le droit de sortir jouer avec ses amis, ni même de les accueillir chez elle. À chaque sortie, Anna porte un masque chirurgical pour la protéger des germes extérieurs. Lorsque les médecins annoncent que la tumeur, située à l'arrière de son tronc cérébral, est inopérable, Anna doit suivre des séances de chimiothérapie plusieurs fois par semaine. Anna ne comprend pas tous ces changements dans sa vie. Pourquoi ne peut-elle plus jouer avec ses amis? Pourquoi doit-elle se comporter différemment de ses camarades? Elle ignore tout du véritable sens de la mort. Pourtant, sa mère l'évoque sans cesse comme une ombre menaçante pour la contraindre à obéir sans discussion ni hésitation. Malgré cette soumission apparente, ces changements imposés réduisent peu à peu son bonheur, la plongeant dans un profond mal-être. Bien qu'Anna soit une enfant, tout bascule après son diagnostic. Désormais, elle déteste sa vie. Elle déteste absolument la manière dont les gens changent de comportement envers elle dès qu'ils apprennent qu'elle a un cancer. Elle déteste l'attention qu'on lui porte chaque jour, nourrie par les efforts de Teresa qui raconte son histoire partout afin de réunir des dons pour couvrir le coût des traitements. Partout où elle va, Anna a cette sensation étrange. Tout le monde semble savoir qui elle est, la pauvre petite fille atteinte de cancer. Teresa semble s'épanouir sous les projecteurs. Elle se rend régulièrement chez le coiffeur, la manucure, soignant son apparence avec minutie pour chercher davantage de dons auprès de leurs amis, des commerces locaux et de la communauté en général. Anna ressent une absence presque constante de sa mère, comme si elle s'éloignait un peu plus chaque jour, et cela précisément à un moment où elle a désespérément besoin d'elle. Elle implore sa mère, nuit après nuit, de la laisser dormir dans leur chambre. Chaque fois, sa mère refuse. Dans ces moments sombres, Bob est son refuge, comblant l'absence de sa mère avec une présence rassurante. Bien qu'il ne puisse jamais l'accompagner à l'hôpital, obligé de quitter la maison à 4h30 chaque matin pour travailler, il veille lorsqu'il est présent à inonder Anna de toute l'affection dont elle a besoin. Chaque semaine, la chimiothérapie d'Anna coûte $500, une somme inatteignable pour la famille sans l'aide précieuse des dons. Teresa déploie des efforts extraordinaires pour récolter des fonds. Avec une précision déconcertante, elle raconte l'état de santé d'Anna à ceux qu'elle croise. Lorsqu'elle partage l'histoire de sa fille de 7 ans à la petite église d'Urbana dans l'Ohio, la réponse de cette communauté est à la fois émouvante et exemplaire. Animée par une profonde compassion, ses membres se mobilisent pour collecter une somme remarquable de $7 000. Quand les pompiers d'une caserne locale entendent parler de l'histoire d'Anna, ils collectent $500 de leur propre poche, offrent un chiot et organisent pour elle un séjour inoubliable dans un parc aquatique. Un jour, une jeune fille gravement malade entend parler de l'histoire d'Anna. Cet enfant a passé 9 ans à collecter patiemment des languettes de canettes pour financer ses propres soins. Elle choisit de tout donner pour aider Anna à payer les siens. La communauté d'Urbana s'unit comme jamais pour soutenir Anna dans cette épreuve, mettant tout en œuvre pour l'aider, peu importe les sacrifices nécessaires. Lorsque les cheveux d'Anna commencent à tomber et que sa mère lui rase complètement la tête, cet élan de solidarité se renforce encore. Elle supplie sa mère de ne pas les couper, mais celle-ci, convaincue que c'est nécessaire, ne cède pas. Effondrée, Anna répète bouleversée qu'elle ressemble à un garçon. Sa mère lui répond simplement « Mais tu es un beau garçon ». Pour soutenir Anna et l'aider à accepter le chapeau, le personnel de l'école lance rapidement la journée des chapeaux pour Anna.
Ce jour-là, tous les élèves portent un chapeau en signe de solidarité, tout en contribuant par un don de 5 dollars pour financer son traitement. En octobre 2002, la mère d'Anna lui révèle soudainement qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre. Du jour au lendemain, Anna doit consulter quotidiennement la conseillère scolaire pour l'aider à accepter sa mort imminente. On lui demande de mettre des mots sur ses peurs. Ses amis commencent à la regarder autrement. Quelques semaines avant Noël, elle supplie le Père Noël de la laisser vivre. C'est son unique demande. Il s'avère que son vœu sera exaucé d'une façon qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Fin novembre 2002, les enseignants de l'école d'Anna commencent à avoir de sérieux doutes. Tandis que les véritables patients sous chimiothérapie présentent souvent une chevelure clairsemée, les cheveux d'Anna, eux, semblent toujours parfaitement uniformes. Les enseignants d'Anna décident rapidement de contacter le département des services pour l'enfance et la famille de l'Ohio. Lorsqu'un représentant se rend à l'école, il est stupéfait de découvrir la vérité. Sous les bandages qui recouvrent le port de chimiothérapie, il n'y a rien du tout. La police locale est alertée. Elle se rend sans délai au domicile pour interroger Teresa. Teresa finit par tout avouer. Pendant 6 mois, Anna, son père et toute leur communauté vivent avec la certitude qu'elle est gravement malade. Anna est en parfaite santé depuis le début. Pourtant, poussée par un mélange d'intérêts financiers et de crainte de voir son mari Bob s'éloigner, Teresa choisit de mentir. Bien que tous, y compris Bob, croient que Teresa emmène sa fille à l'hôpital 3 fois par semaine, la réalité est bien plus troublante. À chaque trajet, Teresa administre en secret de puissants somnifères à Anna, la plongeant dans un sommeil profond. Lorsqu'elle se réveille, Teresa lui raconte qu'elle vient de quitter l'hôpital et que la séance de chimiothérapie est terminée. Anna est trop jeune pour remettre en question les paroles de sa mère et n'a aucun moyen de deviner la vérité qui se cache derrière ces trajets. À chaque fois que Bob tente de poser des jours de congé pour les accompagner à l'hôpital, elle prétend que les rendez-vous ont été reprogrammés, évitant ainsi qu'il ne découvre la vérité. Teresa ment sur tout. Anna ne reçoit en réalité aucune chimiothérapie. Dans l'ombre, Teresa rase les cheveux de sa fille, confirmant ainsi les soupçons des enseignants. Peu de temps après, la mère, le père et la grand-mère sont arrêtés, tandis qu'Anna, encore sous le choc, est placée sous protection judiciaire. Lors de la perquisition, la police découvre les somnifères utilisés pour droguer Anna, ainsi qu'une partie des dons en argent dissimulés dans la maison. La découverte la plus déroutante est celle de toutes les languettes de canettes collectées par la jeune fille en fauteuil roulant. Elles gisent là, oubliées dans un coin du garage. Bien que toutes ces languettes soient finalement rendues à cette jeune fille, l'issue de cette histoire reste amère. Sur les 30 000 dollars récoltés par Teresa, seulement 500 dollars sont récupérés. Teresa et Bob sont accusés de vol, de mise en danger d'un enfant et d'agression criminelle. Malgré les tentatives de Teresa de plaider non coupable pour cause d'aliénation mentale, elle est condamnée à 6 ans et demi de prison. Bob, malgré ses protestations désespérées, affirmant qu'il ignorait tout, est reconnu coupable et purge 5 ans de prison. Bien que Anna affirme toujours que son père est innocent, les preuves s'accumulent, suggérant qu'il collaborait avec Teresa. Il semble inconcevable pour un juge ou un jury d'imaginer que, durant 6 mois de vie quotidienne avec Anna et Teresa, Bob n'ait rien remarqué d'étrange, comme l'absence de facture médicale, ou même que Teresa n'avait en réalité jamais conduit Anna à l'hôpital. De nombreux voisins commencent à se demander si Bob, en continuant à soutenir Teresa et à vivre avec elle, n'a pas lui aussi joué un rôle dans la mise en scène du faux cancer. À ce jour, Anna et son père continuent de clamer son innocence, affirmant qu'il n'a fait que soutenir sa femme, convaincu de son honnêteté après 8 ans de vie commune. Après 1 an sous la garde protectrice, Anna trouve refuge chez sa tante Sue, qui obtient sa garde. L'histoire d'Anna dépasse l'entendement. Anna a appris que la vie peut être cruelle, mais elle a aussi découvert la force qui naît du pardon et de la reconstruction. En devenant assistante sociale, elle souhaite offrir à d'autres enfants ce qu'elle a elle-même cherché. Un refuge sûr, une oreille attentive et une main tendue. Mais cette histoire soulève aussi une question troublante. Comment une société peut-elle protéger les plus vulnérables des abus de ceux qui sont censés les aimer? Alors si cette histoire vous a touché, souvenez-vous, derrière chaque visage, il y a une histoire. Et parfois, tout ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui écoute.